Il est maintenant temps d'accueillir Philippe Biwix, directeur général du groupe de la REP, ingénieur et auteur. Philippe vient me rejoindre et on peut l'applaudir. Merci beaucoup. On s'installe là. Allez. Tu commences, Voilà, tu commences un peu à fatiguer, ouais, je me disais, est-ce que tu vas rester debout pendant toute la journée? Toi, t'es à plat, voilà, Voilà. nous sommes d'accord. Merci beaucoup d'être là, c'est un plaisir. On parle de toi, beaucoup, enfin en tout cas dans le milieu de la construction. Directeur général du groupe La REP. Je t'avoue que nous, quand on a entendu, enfin, vous me dites si vous n'êtes pas d'accord, nous, quand on a entendu que c'était toi qui étais nommé directeur, on s'est dit, waouh, c'est un sacré coup de... Tu vois, un sacré changement. Comment tu l'as pris, toi, cette nomination? Bon, j'imagine content, mais il y a un vrai enjeu, en fait, parce qu'on est sur du conventionnel où tu essaies d'ouvrir vers autre chose. Comment tu vois les choses? Oui, alors peut-être un petit mot pour présenter AREP. AREP. Alors maintenant, on essaye de dire le groupe AREP, mais je sais que du coup, installé chez à peu près tout le monde, et AREP est une machine à accueillir des stagiaires qui ensuite essaiment dans plein d'autres soit cabinet de maîtrise d'œuvre, agence, soit en maîtrise d'ouvrage aussi. Donc tout le monde a un peu installé l'AREP. Bon, alors on s'y habitue, ça va, mais on préfère dire groupe AREP parce que voilà, dans le groupe AREP, on a une société d'architecture, AREP Architecte, et puis une agence pluridisciplinaire. 1000 personnes? Un peu plus de 1000 personnes maintenant, on est 1070 là en fin d'année, ça continue à croître, porté en fait par les enjeux du ferroviaire en particulier, des enjeux de lutte contre la saturation. Le ferroviaire, il est victime de son succès, c'est bien, on le sait, il y a de plus en plus de TER, des fréquences qui vont augmenter. On verra ce que deviendront les 100 milliards des services express régionaux métropolitains. Mais bon, voilà, il y a ces enjeux-là. Ça continue à croître dans la grande vitesse. Il y a des enjeux un peu partout. Et puis les gares, eh bien, il faut les transformer, il faut les adapter pour finalement gérer ces flux supplémentaires. Donc ça augmente un peu. Alors donc, effectivement, nous, on est filiale à 100% de SNCF Gare et Connexion. C'est notre client et actionnaire préféré. On fait à peu près 80% de notre chiffre d'affaires avec le groupe SNCF, pas seulement Gare et Connexion. On travaille aussi sur des technicentres, maintenance du matériel, des bâtiments de réseau, etc. Et puis à 20% de notre activité, on travaille pour d'autres clients, clients publics, clients privés, en France et à l'international. On est en Suisse, on est en Belgique, on est en Asie, beaucoup. Là, je reviens, j'ai encore un tout petit peu de jet lag. J'ai passé une quinzaine de jours là, en Chine et au Vietnam. Aussi accompagné essentiellement sur des sujets de mobilité ferroviaire ou métro, tramway, etc. Voilà, que dire de plus? Donc en fait, on a ces 1000 personnes, c'est composé, donc on travaille évidemment à l'échelle bâtimentaire, donc on travaille en maîtrise d'œuvre et en assistance à maîtrise d'ouvrage. On a aussi une cinquantaine de programmistes, par exemple, et puis beaucoup de conducteurs, conductrices d'opérations. Et puis en maîtrise d'œuvre, on est à l'échelle bâtimentaire, donc architecte, ingénieur, des spécialités diverses et variées, de l'environnemental, des flux, etc. Des urbanistes, on travaille à l'échelle du quartier, voilà. On est parti un peu de la gare, mais après on s'est étendu, et puis on travaille même sur des sujets de transition à l'échelle de grands territoires. Et puis on est aussi à l'échelle plus du mobilier urbain, de la signalétique. Donc on a aussi des designers. Donc voilà, ça fait des équipes très, très sympathiques. Alors, pourquoi est-ce que je suis arrivé chez AREP? Voilà, c'est le groupe SNCF. Moi, je travaillais dans le groupe SNCF déjà depuis 2009. Avant, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le conseil, et puis j'avais travaillé 3-4 ans chez un grand BTPiste. Alors à l'époque, BTP, c'était pas bois, terre, paille, c'était encore béton, je sais pas quoi. Enfin, on trouve l'acronyme, bâtiment travaux publics. Voilà. Donc j'avais une petite histoire quand même avec la construction, même si ensuite j'ai travaillé 10 ans plutôt dans l'industrie et puis 10 ans dans la logistique ferroviaire, dans le transport de marchandises à la SNCF. Et donc Raphaël Ménard, qui est mon président aujourd'hui, parce que directeur général, ça veut dire que numéro 2 dans le groupe AREP, je n'en conçois aucune frustration, c'est parfait, on est hyper complémentaires et c'est chouette. Il a eu ce courage, effectivement, alors que j'avais commencé à développer une deuxième vie, un peu par hasard, auteur, voilà, et conférencier à des heures perdues.
enfin plutôt dans Je sais pas des... si tu as beaucoup d'heures perdues hein, entre nous. Non, mais voilà, à Ouais. l'époque, enfin voilà, non, mais c'était encore, c'est un peu monté en puissance peut-être ces derniers temps, mais voilà, au départ, c'était vraiment voilà quelques interventions dans les écoles d'archi, dans des écoles d'ingénieurs surtout. Et donc voilà, il y avait cette idée de joindre l'utile à l'agréable et de reconstituer deux vies un peu séparées, une vie effectivement de manager dans un groupe et d'emporter des questions de transformation de ce groupe, et puis finalement avec des convictions aussi. Il était clair qu'en arrivant chez Arep, bah oui, tout le monde a fait Google, donc ils ont dit c'est qui le type qui arrive. Et donc voilà, c'était pas possible de toute façon d'arriver avec une autre casquette qu'une casquette voilà, de dirigeant engagé. Et puis bah, il y avait cette volonté de Raphaël Ménard d'être arrivé sur une feuille de route, lui, voilà, en 2019, fin 2018, début 2019, vraiment d'engager Arep dans une transformation environnementale profonde, avec cette idée de dire, bah oui, on est une grande agence, voilà, 1000, il doit y avoir 300 et quelques architectes, c'est quelque part le plus grand employeur de France de diplômés d'architecture, bah, ça nous donne une responsabilité quelque part dans le secteur. Et donc, si nous, on se bouge pas, si les grands acteurs se bougent pas, bah, comment est-ce que ça va se passer? Donc c'était cette idée-là. Et moi, ce qui m'a séduit, bah, c'était d'essayer de faire de la transformation d'AREP aussi, de hacker la transformation du groupe SNCF au sens large, parce qu'évidemment, voilà, la SNCF, entre-temps, elle a bougé. Moi, j'ai connu une époque de la SNCF où c'était un peu circulaire, rien à voir, sans jeu de mots, c'est-à-dire nous, on est du transport écolo, que ce soit des marchandises ou que ce soit des passagers. Et donc, voilà, notre empreinte environnementale, on ne se pose pas trop la question, parce que de toute façon, par nature, notre activité, elle est écolo. Donc, si on attire des gens, si des gens prennent le train au lieu de prendre la voiture, si des gens mettent leurs marchandises sur le train plutôt que le camion, bah, tout se passe bien. Voilà, et ça a été peut-être dans les années 2000, puis jusqu'au milieu peut-être de la décennie 2010. Et à partir du milieu de la décennie 2010, moi, j'ai vraiment vu ce virage un peu institutionnel, de dire, mais non, non seulement on doit favoriser le report modal, bien sûr, toutes les mobilités, mais on doit aussi faire notre part. Donc dans des logiques d'atténuation, voilà. Donc d'où avec une trajectoire sur le carbone ambitieuse, avec une trajectoire sur les déchets, et avec vraiment voilà alors ça va de la décarbonation ou des expérimentations sur comment on se passe de la traction diesel, en passant par les chaudières fuel dans les gares et dans les bâtiments. Enfin voilà, donc c'est tout ça. Et donc inscrit dans cette logique-là, de se dire finalement on va réussir à aider aussi le groupe SNCF et donc à avoir un espèce d'effet de levier supplémentaire. Nous, petite agence, 1000 personnes au sein de la grande SNCF, 150 000 ou même 250 000 si on compte le groupe qui est Eolis et Géodis, de se dire on va avoir un effet de levier sur tout ça. Bon, on a réussi en partie seulement. Mais... On a réussi en partie. Alors justement, là, je vais m'adresser à l'auteur de Ressources, un défi pour l'humanité. Cette BD, je crois qu'on l'a en visuel. Ah, il y a une page de pub en plus, ouais, incroyable. Bah oui. Non, mais alors justement, si je m'adresse à l'auteur, est-ce que par rapport à ce que tu viens d'évoquer, cette transition au sein du groupe AREP, comment ça fonctionne? Parce que c'est la conduite du changement. Est-ce que ça fonctionne comme tu souhaiterais? Quelle difficulté tu es confronté à quelle difficulté? Est-ce que ça va assez vite pour toi? Alors les ressources, oui, moi c'est ma passion, c'est comme ça que je suis rentré dans ce sujet, les ressources et les poubelles, quoi, en gros, c'est à peu près toute la filière. Donc oui, ça a peut-être été une nouveauté d'ailleurs c'est Raphaël même qui a introduit ça en 2019, et ça je pense que c'était encore assez tôt parce qu'on a parlé longtemps d'abord du climat et que du climat. Et puis, avant de se rendre compte qu'il y avait d'autres enjeux que le climat. Voilà. Et donc, chez AREP, on a ce petit acronyme qui s'appelle EMC2B. Alors E pour énergie évidemment, donc c'est voilà, l'énergie de l'exploitation du bâtiment, on en parlait tout à l'heure. M, c'est les matières, justement la question des ressources. Et puis C, c'est carbone, climat, donc le volet atténuation, mais aussi adaptation. Ça aussi peut-être maintenant c'est un peu rentré dans les mœurs de se dire que oulala, non seulement il faut essayer de lutter contre, enfin de baisser les émissions de CO2, mais de toute façon le coup est parti, et il est parti bien fort et peut-être plus fort d'ailleurs que ce que pouvaient donner des simulations. Donc il va falloir s'adapter. Et puis le B de biodiversité, donc voilà, c'était un peu le EMC2. Et puis après, on s'est aperçu qu'il fallait rajouter le vivant, c'était quand même mieux. Donc on est vraiment à essayer on a des centaines de projets chez AREP chaque année. Alors, centaines parce que c'est pas des centaines de gares Austerlitz, c'est des centaines. Il y a des tout petits projets et puis des très grands projets. On aime beaucoup les petits projets aussi. En fait, on parle du pouvoir transformatif du petit projet. On aime bien dire ça parce que il y a parfois
de la timidité, de l'inquiétude, des difficultés à sauter le pas, justement, à changer, à convaincre le maître d'ouvrage. Parfois, ah là là, c'est plus cher, hein, ça c'est un truc assez classique. On Donc va en parler. on est bourré d'injonctions contradictoires. Et donc parfois, sur le petit projet, on se casse les dents, on comprend, on apprend, on fait des choses ensemble. Et puis ça va donner envie ensuite par rivalité mimétique. Hein, l'être humain aime bien copier. En fait, un être humain, pour moi, est plutôt un copieur qu'un imitateur. C'est très bien, il ne faut pas avoir honte de copier. On n'est pas obligé de tous inventer tout le temps. Vous voyez tout à l'heure une bonne méthode qui est développé, un cahier des charges en Nouvelle-Aquitaine, on le copie, on l'utilise partout, c'est quand même plus simple. Et donc, voilà, on essaye d'appliquer cette grille un peu de lecture à tous les moments du projet et sur tous les projets. Alors, c'est évidemment, ça dépend des cas. Hein. Les enjeux de biodiversité, quand on va creuser un souterrain, bof, il n'y a pas grand-chose. Et puis, par contre, voilà, il y a d'autres moments où, au contraire, la question de l'artificialisation des sols, par exemple, va être très importante. Donc, c'est à toutes les phases du projet, c'est-à-dire qu'on démarre dès la programmation. J'aime bien dire à mes programmistes, en fait, vous êtes des tueurs de mètres carrés. Votre boulot, c'est de construire moins, c'est de montrer au maître d'ouvrage que vous pouvez construire moins. Donc ça passe par plein de choses qui vont être le juste dimensionnement. Par de temps en temps, peut-être quand vous prenez une gare, vous êtes un peu coincé, je sais pas. Enfin pour les Parisiens, il n'y a pas tant que ça de Parisiens en fait, j'ai compris. Mais, les Parisiens, le 14 juillet, enfin le 13 juillet au soir, gare Montparnasse, ça coince un peu. Alors ça coince parce que la gare elle est là, puis c'est pas facile de la transformer. Mais même si on la construisait neuve, je pense que ça coincerait un peu quand même le 13 juillet, parce que l'idée c'est de dimensionner au plus juste et pas forcément sur la pointe maximale. On essaye d'écrêter un peu les quelques jours de pointe et puis dire il y a des jours, ok, ça sera pas parfait, mais pour effectivement se dire qu'est-ce qu'on a vraiment besoin de construire. Et puis on construit pour combien de temps? Ça me fait un petit clin d'œil à la qualité, ça m'évite la question finale hyper dure. C'est de dire cet investissement quand même carbone et ressources qu'on va faire, c'est pour combien de temps? Donc ça rejoint des questions d'obsolescence. Alors si en plus on a fait de la non-qualité, là c'est terrible, parce que c'est une non-qualité dans un bâtiment public, etc. C'est un petit accident industriel, quoi, hein, parce qu'après pour venir rattraper tout ça, c'est compliqué, etc. Donc on a vraiment cette envie de construire pour du durable, et donc durable, ça veut dire aussi adaptable aux enjeux de demain qu'on ne connaît pas forcément. Donc c'est évidemment là aussi une injonction contradictoire, hein, parce que construire au plus juste, dimensionner au plus juste, mais être adaptable pour les enjeux qu'on ne connaît pas, c'est pas forcément simple. Donc usager, durabilité, adaptabilité, tu vois autre chose? À l'échelle du projet, alors oui, ce qu'on essaye de faire donc dans la partie du M, hein, des matières, évidemment, nous aussi, hein, on construit beaucoup en béton, en acier, on construit des trucs en souterrain. Non, alors ils t'ont dit, enfin Florian t'a dit, c'est la paille, hein. Oui. Tu parles de béton. Non. Oui, tout à fait. Donc effectivement, nous, cet enjeu-là, nous, enfin, moi, je suis fan de bio et géosourcé. Hein. Juste pour se remettre un peu les perspectives à l'échelle mondiale, il y a une petite page dedans d'ailleurs dans la BD, mais la consommation, le métabolisme de l'humanité aujourd'hui, hein, en 2023, je crois, c'est le programme des Nations Unies pour l'environnement qui calcule ça un peu chaque année, c'était 106 milliards de tonnes. Donc on a extrait 106 milliards de tonnes de notre environnement. Dans ces 106 milliards de tonnes, il y en a à peu près les 3/4 qui sont, on va dire, non renouvelables, c'est-à-dire qu'elles sont extraites du sol d'une manière ou d'une autre. La moitié, 52 milliards je crois, ce sont plutôt des minéraux non métalliques. Hein. Alors, les granulats, le sable pour faire du béton, le calcaire, l'argile pour le transformer en ciment, essentiellement, et puis quelques minéraux industriels, mais en petite quantité. Ensuite, il y en a un gros quart, ce sont les minerais métalliques et les énergies fossiles. Alors, les Nations Unies comptent, en fait, y compris les résidus miniers, donc ça paraît beaucoup, en fait, mais ça doit être 11 milliards de tonnes, je crois, dont les 90% sont des résidus miniers. Et puis ensuite, il reste le dernier quart, et le dernier quart, ce sont les produits de l'agriculture et de la forêt. Voilà. Et ça fait 25 milliards de tonnes. Si vous calculez et divisez combien ça fait par personne chacun, on dit on ne mange pas tant que ça, parce que ça compte les résidus agricoles, dont éventuellement la paille. Et donc c'est cette partie-là qui est renouvelable. Et donc cet enjeu de dire je vais aller consommer moins de granulats, moins de calcaire, etc. Alors pas juste pour la question énergétique, oui bien sûr pour la question énergétique et les émissions de CO2 évidemment de la fabrication du clinker, mais c'est aussi pour finalement se dire on va extraire moins de ressources. Alors bon, on ne va pas tomber en panne de calcaire ou d'argile, hein, il y en a beaucoup,
Mais bon, voilà, quand même, toute extraction, eh bien, elle a un impact environnemental, elle a un impact sur le vivant, elle génère des transports parce qu'évidemment, on est quand même en général un peu moins répartis. C'est pas vrai pour les carrières, mais c'est vrai pour les métaux. Donc voilà, on a cet enjeu-là de mutation vers effectivement le bio et le géosourcé, qui n'est pas toujours parfait non plus, mais qui est quand même considérablement plus sympathique, et y compris d'ailleurs en fin de vie, hein, dans la logique un peu éventuellement de retour à la terre, si je puis dire. Donc on est vraiment là-dessus. Alors on a deux pistes, on va dire. La question du réemploi. Ça nous intéresse quand même beaucoup, hein, et c'est pas juste d'ailleurs réemploi de matériaux ou de charpente, etc. C'est aussi réemploi d'équipements, typiquement, hein, donc ça, il y a des très beaux enjeux, et là, voilà, hélas, on en parle beaucoup. On aime bien beaucoup, on parle beaucoup, hein, dans le secteur de la construction, on se décerne des prix et tout, on fait plein d'autres trucs, mais après, en vrai, quand on se balade dans la rue, il y a encore beaucoup de trucs en poteau-poutre, béton, bien standard. C'est un peu dur, donc le réemploi, tout le monde en parle, et c'est très très dur à faire émerger. Donc on essaye, comme tout le monde, un peu de se battre avec ça et de faire, voilà, réemployer les traverses, enfin aussi des choses qui arrivent peut-être de SNCF Réseau et pas juste de SNCF Gare et Connexion, ou de travailler avec les filières. Et puis, évidemment, tout le champ du bio et géosourcé. Alors, en ce moment, on essaye de pousser un petit peu la terre aussi. Là, on a fait récemment un petit forum, d'ailleurs, chez AREP. Peut-être on fera un deuxième forum à l'automne et on serait ravis d'accueillir On des viendra, gens, hein. voilà, Oui. des gens de la filière pour en fait donner envie, d'abord à nos propres concepteurs, évidemment, mais aussi à nos maîtres d'ouvrage. On habite avec eux, on est au même endroit, donc ça, c'est une proximité intéressante. Et puis, voilà, de faire mousser un peu le secteur, quoi. Et justement, si on parle concrètement sur les projets, tu dis c'est pas si simple que ça en biosourcé. Est-ce que vous avez des projets en biosourcé, géosourcé, là qui émergent ou qui sont mis en œuvre? Alors en biosourcé, oui, clairement, si on inclut la question par exemple des structures bois, D'accord. ça se développe beaucoup. Et bon, voilà, par exemple, la nouvelle passerelle de Pau, voilà, c'est une conception bois. C'était pas forcément évident, hein, dans un univers SNCF qui est à la fois très innovant, hein. On a des gens qui, quand Zuckerberg sort le métavers, il y avait déjà des gens en train de tester pour voir si on pouvait faire le contrôle avec des lunettes, avec des Google Glass, quoi. Je simplifie, mais donc c'est une boîte d'ingénieurs, c'est une boîte de tech, donc très innovante. Et en même temps, il y a aussi un côté, bien sûr, de la question de la sécurité, où on ne peut pas faire n'importe quoi, donc où il y a aussi, je ne vais pas dire du tout un immobilisme, ce n'est pas le cas, mais forcément une résistance au changement. Donc c'est un peu ce mélange des deux qui est assez intéressant. Et donc oui, passer, je sais pas, une passerelle bois, il y a des caténaires, des trucs à quelques dizaines de milliers de volts dessous et tout. Enfin voilà, il peut y avoir des enjeux ou des questions ou des craintes. Ou faire un bâtiment en terre, un bâtiment de réseau par exemple, on se pose des questions d'intrusion. Voilà, de dire est-ce que ça va pas être plus facile de rentrer, mais non, et puis on arrive à convaincre les gens. Ou alors, vous pouvez avoir des enduits terre ou des murs en gabion, des trucs comme ça. On dit ah oui, mais pour les tags, ça va être Oui, plus ça va dur se à dégrader. effacer. Donc ça va se dégrader, donc il faut mieux faire un truc hyper standard parce qu'au moins on pourra mettre la petite pellicule pour protéger les tags. Donc c'est évidemment un univers très complexe, mais effectivement, on commence. Donc on a livré là récemment des bâtiments autour d'un technicentre aux Ardoines avec effectivement une façade, enfin une ossature bois et paille. D'ailleurs, on a été aidé, mes équipes m'ont dit, mentionne-le bien, par des experts du réseau. Donc ça c'est, voilà, on part pas tout seul, encore une fois, à l'aventure sur le truc. C'est bien de s'équiper Il dans faut l'équipe sécuriser, avec, en fait, hein. avec des gens, exactement. Là, on est sur un technicentre à Dijon en ce moment. Il y a aussi un grand technicentre qui s'appelle le TSE, donc le Technicentre Sud-Est européen, donc qui va être vraiment le nouveau grand technicentre qui va faire la maintenance de voilà, des nouvelles générations de TGV, entre autres de la ligne Sud-Est, donc qui est aussi conçu partiellement en paille ossature bois. Donc voilà, on bouge, on avance un petit peu. On a livré un tout petit abri vélo en Île-de-France, mais pour donner, on est en train de déployer vraiment des dizaines de milliers de places de vélos évidemment autour des gares, et on en a livré en terre, voilà, pour montrer que c'était possible. Donc voilà, c'est un peu cette idée d'expérimentation pour essayer derrière de généraliser. C'est ça l'enjeu en fait, hein. C'est qu'on s'amuse beaucoup, on sait faire plein de trucs, souvent avec des maîtrises d'ouvrage publics qui
toujours eu un rôle un petit peu d'innovation et de prise de risque et d'envie et enfin, de structuration un peu de filière, mais l'enjeu c'est vraiment que tout ça se déploie et se généralise, quoi. C'est ça notre problème aujourd'hui. Donc ce qu'on comprend là en t'écoutant, c'est qu'on est encore sur de la sensibilisation et besoin de sécuriser des petits projets pour pourquoi pas massifier. C'est comme ça qu'il faut le lire ou pas? On a livré, non, on l'a livré, enfin les projets qu'on a livrés ou qui sont en cours, là, notre TS2E, ce sont vraiment des gros projets, hein, donc je ne pourrais pas vous donner les tonnes de paille ou les mètres cubes de trucs, mais c'est vraiment très significatif, donc on n'est pas que sur des tout petits trucs, on essaye d'avoir un peu de tout, donc c'est vraiment, ça y est, ça arrive en livraison, ou c'est vraiment en phase ACT, ou voilà, ça va arriver en construction bientôt, mais par contre, effectivement, on n'a pas aujourd'hui 100% de nos produits qui sortent, qui sont comme ça, quoi. Donc, il faut aussi qu'on adapte et qu'on diversifie par rapport au contexte du projet. C'est-à-dire que je pense, par exemple, la question du géosourcé, même du biosourcé d'ailleurs, c'est de ne pas forcément s'attaquer à dire ah oui, j'ai pas réussi à faire la structure bois parce que pour telle ou telle raison c'était trop cher, trop ci, trop ça, mais de dire bah oui, mais il y a tout le champ du second œuvre par exemple qui est énorme et dans lequel on peut travailler plein de choses aussi, etc., etc. Donc c'est vraiment c'est un travail du quotidien et qui est pas simple parce que il y a cette question effectivement économique potentiellement. Donc, au-delà des inquiétudes éventuelles des maîtres d'ouvrage, il y a cette question-là qu'on ne peut pas traiter en répondant bah oui, c'est super, nous on est SNCF, on va faire écolo et plus cher, quoi. C'est pas possible dans les conditions, c'est normal, on coûte de l'argent à la puissance publique. Donc on se doit que chaque euro dépensé il soit bien dépensé. Donc on est en permanence, voilà, comme les autres, comme tout le monde, comme vous, je pense, dans ces injonctions-là. Il faut trouver des solutions. Donc parfois c'est justement de construire moins pour pouvoir construire mieux. C'est voilà, un peu une banalité de le dire, mais vraiment, on arrive à trouver des choses sur des questions justement de dimensionnement, de transformation, de réhabilitation plutôt que de neuf, et d'avancer un peu les choses comme ça. Mais je vous avoue on n'est pas parfait. On essaie de faire notre part et le plus vite possible. Merci beaucoup. Et puis personne n'est parfait, donc voilà, c'est de l'amélioration continue. Et sur cette question de maintenir la qualité construction dans un monde en pleine mutation, on voit là, tout est bouleversé, le monde de la construction aussi. Pour toi, quels sont les grands enjeux du secteur du bâtiment? Bon, moi, je me sens assez serein par rapport aux bouleversements qui viennent ou qui sont déjà là. C'est un peu bizarre de dire ça, mais en fait, moi, comme j'ai travaillé dans pas mal d'autres secteurs, en fait, voilà, la disruption, quoi, si je puis dire, Oui, ou oui. bon, je veux dire, tout le monde s'en prend partout. Enfin, vous pouvez voir le secteur de l'automobile, comment il s'est transformé. Voilà. Donc toute l'industrie, de toute façon, tous les services, etc., bougent en permanence. Donc enfin, c'est normal que le bâtiment n'y échappe pas, quoi, d'une certaine manière. Donc, faut faire avec, faut y aller, et il faut effectivement réussir à faire la prise de judo et transformer le truc pour aller dans le bon sens. Moi, ce que je vois, d'abord, bah, c'est une question c'est une révolution des volumes. C'est-à-dire, les volumes à construire ne vont plus être les mêmes. On est en train, Raphaël, mon président, il dit, on a passé, ou on a passé sans doute en France, en Europe, et on va passer à l'échelle mondiale le pic de l'architecture, quoi, hein, avant le pic de pétrole peut-être ou d'autres. Donc on va construire moins parce que tout simplement, il y a un patrimoine bâti existant phénoménal qu'il faut transformer, rénover, isoler, adapter à une vitesse, on parlait tout à l'heure de la SNBC, juste affolante, qu'on n'arrivera d'ailleurs sans doute pas à tenir pour plein de raisons, parce qu'il faudrait rénover plusieurs pourcents du parc chaque année. On en est très loin, hein. Aujourd'hui, on est à peu près un 20e de la vitesse à laquelle c'est décrit dans la SNBC. Donc la SNBC est en train d'être révisée, c'est bien, on verra ce qui sort. Et donc avec alors ça peut être lié à des questions de filière, des questions de gouvernance d'une certaine manière, hein. Les copropriétés privées, avant de leur faire l'ITE qui rapporte pas ou qui rapporte sur 50 ans. Ça va être compliqué. Donc on voit bien qu'il y a des mécanismes qui sont un peu coincés. Bon, mais donc il y a des enjeux très forts, mais pour moi, le premier enjeu, ça va être qu'on va construire moins. On va construire moins parce que les besoins vont baisser. Alors aujourd'hui, de manière un peu artificielle, si je puis dire, ils s'étaient maintenus parce qu'il y avait la métropolisation, parce qu'il y a la décohabitation. Donc c'est fait que finalement, bah, on habite de plus en plus, enfin de moins en moins nombreux dans un même logement. Donc même finalement à population stable ou même
voire légèrement déclinantes, comme ils peuvent avoir été à un moment en Allemagne, il faut quand même construire pour accueillir des foyers supplémentaires, même s'il n'y a pas d'habitants supplémentaires. Mais ça va se calmer, ça va se terminer. Et même dans les trajectoires les plus officielles, celle de l'ADEME par exemple, celle de la SNBC, en 2050, on ne construit pas autant de logements, de bureaux, de trucs industriels, de petits tertiaires qu'on en construit aujourd'hui, quoi. Donc, il va y avoir cette transformation très forte et en même temps des besoins, des enjeux de transformation, de réparation de la ville qui sont phénoménaux. Et donc ça fait du boulot, mais ça va pas être le même type de boulot. Donc ça va pas être le même type de boulot pour les maîtres d'ouvrage. On n'est pas sur des gros morceaux, des gros ensembles, des gros tènements, mais on va être sur des trucs de plus en plus petits, des réparations. Il va falloir aller investir le périurbain, etc. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes échelles de projet. Évidemment pas du tout sur les mêmes logiques pour les concepteurs. Peut-être qu'il va falloir d'ailleurs même réfléchir au modèle économique pour les concepteurs, parce que pareil, on en parle un peu, mais personne ne se saisit suffisamment bien de ce sujet. Alors peut-être le Conseil national de l'ordre des architectes pour en parler tout à l'heure. Mais c'est cette question de dire finalement il va falloir mettre de plus en plus de jus de cervelle, mais finalement peut-être pas pour construire tant que ça ou avoir des montants de travaux aussi importants. Donc ça pose des questions autour des modèles de rémunération et presque de la loi MOP et d'une certaine manière la loi MOP elle s'est déclinée dans le privé. Donc pour moi ça va être ça. C'est le premier enjeu, c'est cette adaptation-là avec une échelle différente et une logique de transformation plutôt qu'une logique de neuf. Ensuite, effectivement, la révolution du bio et géosourcé. Et là aussi, je pense qu'on a un problème de modèle économique global. Alors, il faut pas. C'est génial ce qui se passe, il faut faire advenir le truc, hein, quoi qu'il arrive, dans les conditions économiques présentes, parce qu'on n'a pas le temps d'attendre la grande révolution de Bercy qui expliquerait que, je sais pas quoi, la TVA serait modulée en fonction de, je sais pas quel impact ressources et pas seulement carbone. Hein, donc, il faut y aller de toute manière, mais je pense que voilà, il y a un moment où il va falloir reconnaître que la déconstruction précautionneuse qui permet le réemploi, bah, c'est plus intense en travail humain, donc il faut pouvoir le rémunérer, que effectivement la terre, la mise en œuvre de la terre, c'est sans doute un peu plus engageant aussi en termes de travail, etc., etc. Et donc il va falloir, cette mutation-là, je pense qu'elle va venir, elle peut venir, et en plus elle est bonne pour tous les autres critères. Je voyais votre rosace tout à l'heure des avantages. Cette question de la résilience territoriale, cette question de l'emploi local, des filières, du croisement et du soutien de filières, tout ça, ça va dans le bon sens. On sait que c'est le sens de l'histoire, mais l'histoire avance parfois lentement et voilà, il faut tenir, quoi. Oui, oui, puis comme tu le dis, c'est la conduite du changement, donc c'est un temps de transition qui est très lent, très lent. Et puis il y a les early birds dont tout le monde fait partie, tu en fais partie, et puis il y a les autres aussi à convaincre. Donc beaucoup d'informations à passer, puis d'expérimentation. Par rapport justement au biosourcé, Martin Paco qui est dans la salle, c'est grâce à lui que tu es là aujourd'hui, donc on peut quand même le remercier. Et qu'est-ce qui fait que tu as dit mais ok, pas de souci, moi le congrès paille, j'y vais? Oui, alors on a accueilli, pour la petite anecdote, Martin démarre une thèse sur la paille, alors que plutôt une thèse autour de la sociologie et de l'histoire de la paille, et aussi peut-être avec un miroir entre les États-Unis ou les Amériques et l'Europe. Donc, bon voilà, moi je connaissais Martin avant de l'accueillir chez AREP. Hein. Je pense que, encore une fois, on a presque tout ce qu'il faut pour avancer. Je sais qu'il y a des questions éventuellement de règles communes, pas communes, il y a des questions d'assurance, il y a des questions il y a des questions encore d'innovation et de recherche technique. J'ai pas de souci avec ça, mais je pense qu'en fait notre problème aujourd'hui, c'est aussi une question d'innovation sociale, sociétale, quoi, d'une certaine manière. Et donc, alors ça va de la question de la perception, hein, parce que c'est la maison des trois petits cochons. Celle qui est en paille, elle s'envole quand on souffle dessus. Puis celle qui est en brique, elle est quand même sympa. Assez bizarre d'ailleurs, parce que Walt Disney, enfin justement, les maisons en paille ou en bois aux États-Unis, C'est plutôt fréquent. il y en a plus. Il y en a plus, mais bon, voilà. Du coup, nous, dans notre univers un peu, on a la maison de maçon, quoi. C'est vraiment le truc bien, tout ça. Donc, ça pose quand même des questions parce que justement, ce terrain de jeu
de la maison individuelle, même si, il y a ZAN, on va en construire quand même encore un peu. Donc, l'échelle du petit tertiaire, l'échelle de la toute petite industrie, l'échelle des petits bâtiments logistiques, ça, c'est une très belle échelle pour le bio et géosourcé. Et effectivement, pour l'instant, on dit on est capable de faire des tours maintenant avec grâce au bois, au CLT. Du coup, on arrive à monter, je ne sais plus combien d'étages maintenant, 15-20, c'est génial. Oui, ok, mais en fait, il y a déjà un terrain de jeu de malade, et du coup, on n'a pas besoin d'aller forcément réfléchir à comment on fait de la terre porteuse sur 4 étages. En fait, si on faisait déjà la terre porteuse là où on fait un 0 ou un étage, je veux dire, ce serait déjà un gigantesque enjeu. Donc, pourquoi je suis venu par amitié avec les matériaux biogéosourcés, parce que effectivement je connaissais un petit peu le réseau par l'écho que j'en avais des équipes AREP très engagées qui font avancer ces sujets, l'association de Martin, et puis cette envie évidemment de venir porter ce message. Alors chez AREP, on a 3 mots un peu. J'essaye je parlais de conduite du changement tout à l'heure. Il y a 3 mots que j'aime bien utiliser. Le premier, c'est la ténacité. Il en faut. Soyons, voilà. Et donc, je sais que vous existez depuis longtemps, etc. Le réseau existe, se développe, il y a des livrables, c'est génial. Mais les vents sont un peu, non pas contraires, parce qu'il y a du soutien, etc. On voit, mais c'est quand même pas, c'est pas non plus l'intelligence artificielle, quoi. Avec le projet Stargate où ils vont mettre 500 milliards de dollars sur la table au Texas. 500 milliards de dollars sur la table dans la filière paille, ça ferait du bien, c'est sûr. Bon. Donc, on n'en est pas là. Donc, il y a un peu, et encore une fois, des injonctions compliquées. Ah oui, mais c'est trop cher. Ah oui, mais j'ai pas la filière. Ah oui, mais ah oui, mais ah oui, mais ah oui. Donc, soyons tenaces. On y va, on est dans le bon sens, on va tenir, on va avancer. Et il y a des vraies victoires. Il faut continuer. L'être humain se réalise dans l'action. Donc, voilà. C'est chaque truc que vous livrez, c'est un truc. Vous avez économisé quelque chose quelque part, c'est pas mal, quoi. Moi, déjà, des fois, j'ai des gens qui travaillent dans le réemploi chez AREP, ils ont sauvé 4 sanitaires sur un projet pour le réemployer, et ben c'est toujours ça de gagner, quoi. C'est le pouvoir du petit projet aussi. Alors évidemment, c'est bien d'aller sur des gros enjeux aussi de temps en temps, mais voilà. Le deuxième mot que j'aime bien utiliser, c'est l'enthousiasme. Parce que des fois, la ténacité, on se lève le matin, puis il faut y aller. Waouh. Bon, du coup, si les vents sont vraiment contraires, ce n'est pas possible d'avancer sans enthousiasme. Donc, gardons et développons cet enthousiasme. Et là, justement, pour travailler aussi cette question de la fierté, de la rivalité mimétique, de dire, maman, mais toi, tu as fait ça en région Bretagne, mais vous n'avez pas fait ça en Pays de Loire, mais vous êtes à la rue. Et ça marche vraiment dans tous les domaines. Je veux dire, quand Nantes avait développé son Fab Lab et Rennes n'en avait pas, c'était la panique chez les Bretons, ou le contraire, je ne sais plus qui avait fait en premier. Donc, il y a vraiment cette idée-là. On peut vraiment faut rendre les autres jaloux, quoi. C'est pour qu'ils fassent pareil. Puis on peut copier en améliorant. Et évidemment, oui, alors ça c'est la logique évidemment incrémentale, il y a quand même une logique de courbe d'expérience, il y a quand même une logique évidemment. Et puis le troisième mot que j'aime bien utiliser, bon c'est pareil, c'est d'une banalité son nom, mais bon, du coup j'ai le jet lag donc j'ai un peu d'excuses, mais c'est le collectif en fait. C'est-à-dire que c'est tellement plus facile évidemment d'être enthousiaste quand on est plusieurs, quoi. Parce que si vous êtes enthousiaste tout seul et je sais pas quoi, donc bon, ça c'est évidemment la logique du réseau, mais vraiment nous on essaye de l'utiliser aussi au jour le jour, c'est-à-dire que en fait, ce qu'il faut, c'est trouver des complices partout. Parce qu'en fait, en termes d'organisation, en termes d'institution, on est parfois un peu coincé. Parce que, oui, là, on n'a pas le budget pour ça, là. Et donc, en fait, ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment choisir les combats et trouver les complices, en fait. Trouver les complices chez les clients, trouver les complices chez les partenaires, trouver les complices chez les fournisseurs, trouver les complices chez les utilisateurs. Et en fait, on y va là où c'est bon, quoi. Perdons pas trop de temps avec un truc qui est perdu d'avance parce que je rentre le soir et pour me regarder dans la glace, il faut vraiment que je réussisse à passer cette structure en bois. Il en veut pas, allez, tant pis pour lui. Et je vais aller trouver celui qui en veut et qu'on a besoin. Et donc voilà, pourquoi je suis venu, c'était pour porter un peu je suis en train de transformer en truc de développement personnel, je ne sais pas, c'est pas bien. Non, on y est, on a dit collectif. J'aime bien le factuel, mais enthousiasme et tenace. J'aime bien les chiffres, le factuel et tout aussi, je suis pas un chef pour rien. Mais voilà, je pense qu'effectivement, il faut qu'on gardons de la ressource aussi et pour avancer ensemble. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il y a peut-être des questions dans la salle. On ne vous a pas mis le numéro de téléphone. Il y a un numéro de téléphone. Je ne sais pas s'il est affiché. Hop là. Oui, si. Ça va, c'est pas Gabriel, qui est au fond de la salle, va recevoir vos messages. Il va me les envoyer par téléphone. Mais en attendant, si certains d'entre vous ont des questions, nous avons 3 personnes qui vont circuler dans les allées. Et peut-être avez-vous des questions à poser à Philippe.
Bon, on peut attendre, moi j'en ai. Hein. Donc c'est pas. Ah, il Non, y a ça a une l'air première de. question. Ouais. Merci de te présenter, Nicolas. Ouais, Si, ça si, on marche là. t'entendait. Ouais, ok. Ouais, c'est bon. Et tu Donc, peux te lever. ok. Merci beaucoup. Nicolas No, coprésident du collectif Paille Armoricain, Bretagne, Pays de la Loire. Je confirme que la compétition entre régions, c'est un super moteur politique. Mais en toute modestie, on est les meilleurs, c'est ça? Et on est les meilleurs. C'est ça. J'ai pas choisi les 2 régions par hasard, hein, parce que je suis natif de Saint-Nazaire, j'ai fait mes études à Rennes. Personne n'est parfait, Philippe. Donc je voyais un peu le truc, quoi. Fallait pas te dire trop fort d'ailleurs que que j'étais dans un suède de Sud-Bretagne historique, mais appartenant au Pays de la Loire. Fallait pas le dire trop fort. Je voulais revenir un tout petit peu sur ce que tu as évoqué sur la question de l'accompagnement des équipes AREP par les sachants, les assistants maîtrise d'ouvrage et assistants techniques en paille. C'est aussi un petit peu pour aller vers le témoignage en direction de maîtrise d'ouvrage, par exemple. Pourquoi vous êtes allé chercher ces personnes-là et qu'est-ce que ça a apporté et de quelle manière? Alors là, tu m'en demandes beaucoup parce que j'étais pas dans le projet directement, mais je pense que ça nous a. Alors effectivement, on est des 2 côtés, hein. Donc ça c'est une chance, c'est on est en assistance à maîtrise d'ouvrage aussi et en maîtrise d'œuvre. Pas sur tous les projets. Les projets, on est que sur l'un ou que sur l'autre, mais assez souvent on est sur les 2. Et je pense qu'on était, tout simplement, on avait besoin d'expertise, hein. On avait besoin de comprendre ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, les questions économiques, les questions de filière. À un moment, nous, on s'inscrit dans une logique de marché public où on ne peut pas tout à fait se casser les dents, quoi, si ton appel d'offres est infructueux parce que tu as mis un truc qui n'était pas possible à mettre en œuvre, que la filière est débordée à l'instant T pour telle ou telle raison, etc. Donc on a besoin nos projets sont assez environnés, ils s'inscrivent vraiment dans une logique très industrielle en fait, hein. La SNCF, c'est une industrie, hein. C'est pas on est compté peut-être dans le secteur des services, mais c'est une industrie qui fait rouler des dizaines de milliers de trains par jour. Il faut qu'à l'instant T, le technicentre soit prêt pour accueillir le prochain matériel à tel moment qui va être livré, etc. Il peut y avoir un retard d'un fournisseur, mais globalement, c'est vraiment quelque chose comme ça. Donc on a une logique assez précautionneuse sur ça. Voilà. Donc voilà, on a été chercher tout simplement de l'expertise, de l'accompagnement, quoi. Et puis après, peut-être que sur un autre projet, on montera encore en expertise et toujours avec le réseau, ou on sera autonome, on verra bien. Mais l'idée, c'est évidemment de diffuser, quoi. Alors, ils vont tous venir te chercher. Hein. Moi, je pense à l'ITE, je pense à la paille porteuse, la paille hachée. Tu es avec nous à la pause café. Alors, je suis avec vous vaguement à la pause café, mais quand on a pris un peu de retard, il faut que je file à un moment parce que j'ai un autre truc à midi dans Paris. Oui, oui. Mais par contre, il y a Cécile Michel qui est à la matériothèque. Où es-tu, Cécile? Voilà, qui est donc notre toute nouvelle responsable matériothèque chez AREP. On rêve d'ailleurs d'avoir une matériothèque hors les murs, c'est-à-dire de mettre des échantillons échelle 1 comme table, comme truc, un peu partout pour là aussi s'inspirer et inspirer les autres. Donc vous pouvez aller faire votre pub sans aucune difficulté, ouais, bien sûr. Vous êtes repérable, Michel, vous avez un pull vert, c'est parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je t'entendais parler, tu nous as parlé d'un forum aussi, où le réseau pourrait venir Oui, alors c'est un forum, on a fait une première édition qui a eu lieu donc en novembre, où on a eu des acteurs alors c'était, on a fait faire de l'enduitaire, on avait des présentations diverses et variées. Donc dans le domaine, c'était bio et géosourcé. Donc il y avait aussi du chanvre, il y avait voilà des techniques d'isolation diverses et variées. Et c'était destiné essentiellement d'abord au public AREP. On avait besoin de commencer un peu à monter en compétences et à mettre doucement la pression sur nos équipes en disant oui, ça c'est vraiment c'est le futur, on y C'est va. la sensibilisation. Et on a eu tellement ça a eu du succès. Voilà, c'était un événement essentiellement interne. On a eu quelques externes, puis on n'avait pas fait énormément de pubs. C'était ouvert, mais on n'avait pas fait trop de pubs. Mais ça a tellement marché en interne quand on a dit qu'on allait faire une deuxième édition à l'automne prochain probablement. Et là, on va l'élargir à nos maîtres d'ouvrage chez SNCF Gare et Connexion, mais aussi SNCF Réseau, SNCF Immobilier, SNCF Voyageurs pour les technicentres. Et donc oui, c'est sans doute, pas, hein, on sera là. mais Vous avec êtes grand d'accord? plaisir. Et bien entendu, Ouais. on vous sollicitera pour voir
dans le réseau peut être intervenant, qui peut être exposant, présentateur, etc. Et on fait ça chez AREP, voilà, on a un peu de place, un peu à gauche, à droite, qu'on avait investi la cantine, voilà, il y avait des trucs un peu partout. C'est de l'intensification d'usage des lieux, hein, pour réduire la quantité à construire, il faut intensifier. Et d'ailleurs, au passage aussi, on a un petit amphithéâtre. Alors, on va déménager dans 2 ans, parce qu'on va partir sur Pantin. Mais pour l'instant, voilà, on a un petit amphithéâtre à notre disposition et parfois on accueille des associations pour voilà, des événements, pour des AG, etc. Et on les accueille gratuitement en disant bah, de toute façon, l'amphi il est là, venez avec plaisir. Alors, des fois, il faut payer 1 ou 2 personnes à l'accueil pour On a tous noté, accueillir. Philippe. Donc voilà, avec plaisir. Il faut réseauter, il faut s'aider, il faut y aller collectif, quoi. Merci beaucoup et on a tous noté. Il y a 2 questions. On me demande que tu nous dises quelques mots sur l'âge des low-tech. En référence avec la paille, si c'est possible. Oui, alors l'âge des low-tech, bah, c'est un peu c'était le magnum opus quoi, de 2014, donc il a un petit peu vieilli, mais sur d'autres trucs, il n'a pas vieilli, voilà, Connu, on va dire ça reconnu comme pour ça. ce livre. Voilà, c'est plutôt ça qui m'a un peu lancé dans la carrière, si je puis dire, par hasard. Donc, bon, en 2 mots, voilà, les low-tech, c'était un peu un pied de nez au high-tech au départ pour moi. C'était cette idée que plus on était high-tech, plus on s'éloignait du recyclage, parce que voilà, les produits électroniques complexes, etc., par nature même, c'est très difficile à recycler. D'où cette idée de low-tech. Alors après, du coup, au début, c'était un peu un titre, quoi, l'âge des low-tech. Et puis après, on a commencé à me dire, mais alors c'est quoi les low-tech et tout. Donc pendant 2-3 ans, il a fallu que je me mette à trouver une définition des low-tech. Il n'y en avait pas dans le livre. Ouais. Et donc, moi, j'ai dit que c'était en fait plutôt une démarche. Parce qu'en fait, c'est très difficile de dire ça c'est low-tech, ça c'est pas low-tech, pour plein de raisons. Parce que même un vélo, c'est hyper high-tech à fabriquer, en fait, même si à la fin, c'est un objet assez simple, assez convivial, assez autonome, assez facile à réparer. Bon, voilà, donc il y avait des critères comme ça. Et puis effectivement, bah, ce que je trouve très intéressant, c'est que le domaine du bâtiment est clairement un des plus sensibles ou un des plus avancés sur ces questions de démarche low-tech. Donc qui est une démarche de sobriété, qui est une démarche de discernement technologique. J'ai pas besoin de faire les smart buildings, les machins. Bah, en fait, ça marche pas très très bien. Et pourquoi est-ce que c'est un secteur qui fonctionne bien là-dessus? Bah parce que finalement, c'est peut-être plus facile de se dire, tiens, j'ai une maison low-tech ou je sais pas quoi, ou je rénove une maison un peu que de dire, je vais aller me faire soigner dans un hôpital low-tech, ou je vais prendre un avion low-tech. Bon. Alors, c'est possible aussi, mais enfin, ça commence. Hein. La SNCF, ils ont alors je sais pas s'ils l'appellent tout à fait comme ça, mais il y a des petits trains très légers du futur. Ils réfléchissent à ça. C'est vraiment des trains quasi. Enfin, il y a un mélange de high-tech et de low-tech, mais il y a un côté low-tech aussi. Mais voilà. Et donc, dans ce champ du bâtiment, il se passe plein de choses sur les questions de sobriété, sur les questions voilà, d'économie de matériaux, sur les questions de conception juste et durable. Et évidemment, bah, la paille en fait partie, mais après moi, voilà, je veux rendre personne jaloux, même si il faut rendre tous les uns les autres jaloux, mais bon, moi j'aime bien le chanvre aussi, hein, pas pour la construction. Ah, Hein. tu choisis, il n'y a pas de problème. Voilà, il y a plein d'autres choses, les textiles recyclés, quand on voit qu'aujourd'hui on est en train d'envoyer des tombereaux de trucs Shane et Temu après, après 3 traversées d'Europe sur Vinted et 3 fois portés, et les voilà en Afrique de l'Ouest ou au Pakistan sous forme de containers dont ils ne savent pas quoi faire. Bah, voilà, tout ça, il faut l'utiliser comme isolant aussi. Ça, donc moi, je suis assez voilà, je suis œcuménique des matériaux écolos, quoi. Reçu, on a bien compris. Il y a une question de Monsieur Brunet, je ne sais pas si c'est Étienne Brunet. Le réseau Frugalité mène une pétition sur la TVA, ah bah oui, à 5,5, tu en parlais tout à l'heure, pour les biosourcés. Qu'en dit le ministère? Ah oui, mais Monsieur Brunet, il est parti. Je n'avais pas compris. Monsieur Brunet est parti, donc on ne pourra pas répondre. Mais Laure, peut-être que Laure peut répondre, c'est pas pour Philippe, je n'avais pas compris. Laure, j'ai mal posé la question. T'as compris? 5,5 pour les biosourcés? C'est pas d'actualité actuellement. C'est pas d'actualité du tout. Merci Laure. On n'oublie pas que Laure aide énormément les formations qui ne vous plaisent pas. Point. L'économie carbone et l'amélioration environnementale grâce à eux. Grâce à eux. En fait, grâce aux économies. Alors, y a-t-il une étude chez le groupe AREP qui démontre des économies carbone et l'amélioration environnementale grâce à eux, grâce au groupe AREP? Alors, je reformule, mais
n'hésite pas à prendre la parole pour confirmer. C'est de dire, est-ce qu'on est capable de mesurer aujourd'hui que toutes les bêtises que je raconte, ça a eu un effet? C'est ça la question? Ah, ouais, c'est plus simple. Hein. C'est ça? On va faire passer le micro parce que c'est peut-être pas tout à fait ça. Moi, je l'avais pas comprise non plus. AREP. AREP. Oui. Je voulais savoir s'il y avait des études qui montraient les économies carbone ou les améliorations environnementales. Que nous, on a généré, c'est ça? Exact. Génial. Donc, c'est la même question que me pose mon actionnaire. C'est pas mal, hein? C'est-à-dire, vous parlez beaucoup, tout ça, mais à la fin, ça donne quoi? Alors, on est en train, on va le publier avec l'explication méthodologique qui va bien, je pense, dans les prochaines semaines. On a fait notre premier bilan carbone Scope 3. Je sais que ça paraît un peu genre hyper facile et tout, mais en fait, c'est la peine. Ça a été hyper compliqué. On a essayé de se faire accompagner d'ailleurs, puis en fait, on s'est aperçu que finalement, on en savait autant qu'eux. Et que, voilà. En fait, le problème qu'on a, c'est qu'on a des objets hyper différents, avec des échelles hyper différentes et hyper mélangées. Des fois, on a une gare, un peu de bureau, un peu de trucs. Et donc, réussir à mesurer des ratios, on fait les bilans carbone des ACV, etc., des bâtiments, enfin des projets sur lesquels on intervient. Mais on a un problème, c'est qu'on n'est pas comme quand on fait du logement, par exemple, ou du bureau, à pouvoir mesurer qu'on a un ratio au mètre carré qui s'améliore année après année, par exemple, sur la moyenne de tous nos projets. Parce qu'en fait, on fait des trucs qui sont toujours hyper différents. Donc, ce n'est pas une excuse, hein, mais du coup, on a eu un problème de définir un peu la topologie des différents types de projets. Des fois, c'est juste un élément de rénovation dans une gare. Des fois, c'est une rehausse d'un quai. Des fois, c'est installer un ascenseur. Puis, des fois, c'est la gare Austerlitz, donc bien malin, qui est capable de montrer cette trajectoire-là. Donc, ça y est, on a enfin défini comment on allait compter nos émissions de carbone. Pas Scope 1 et 2 évidemment, mais Scope 3, donc avec la question des chantiers, articulé avec la question du Scope 3 de nos clients préférés. Et c'est pas facile, parce que comment tu définis, c'est quoi les émissions Scope 3 d'une mission d'urbanisme? C'est quoi les émissions Scope 3 d'une mission de programmation? Alors si tu fais feignant, tu dis, ah bah, je prends les trucs de l'ADEME, c'est du travail de bureau, consultant, et je multiplie par un facteur d'émission. Mais si tu essaies de dire pour aller plus loin, concrètement, c'est vachement compliqué. Donc on essaie d'avancer là-dessus. Au niveau du projet, chaque projet, on connaît les combats qu'on a gagnés ou qu'on a perdus. Voilà, ça c'est bon, on mesure. Mais à l'échelle d'AREP global, je serais incapable de vous dire c'est génial. Du coup, on a baissé l'ensemble des projets de 43%. C'est voilà, encore très difficile. Merci beaucoup. Je vous propose de clôturer ce moment, mais avant, est-ce que tu as un message à faire passer à tout l'ensemble du réseau? Bah non. Enfin, comment ça? Non, mais alors, un message d'excuse. Je suis obligé de vous quitter, même si je pense que j'aurais été passionné par ces sujets-là. J'ai vu les maquettes, etc. Les planches, c'est vraiment chouette, et y compris l'incarnation dans le lieu même, et donne très envie de rester. Mais hélas, c'était pas possible. Donc, je vous souhaite de très beaux échanges et un très beau congrès. Ouais. Et nous, on a noté le forum en automne, on a noté le collectif, c'est bon, la ténacité aussi, et l'enthousiasme, le RFCP, voilà. Le réseau là. Donc, merci beaucoup, Philippe. Merci.